Mais en premier lieu, voyons le schéma de la bébête. Nous voyons ici sur la gauche une alimentation de 5 volts qui générera grâce au transistor T1 via le transistor T1 une alimentation de 3 volts, on ira plus loin. À droite, nous voyons là un autre endroit où le 5 volts va alimenter. Ici, les LED soit rouges, soit bleus, grâce au relais. Puisqu'on passe du relais, l'alimentation donc de 12 volts qui alimentera le relais. Donc, le relais est là pour switcher entre les positions intérieures et extérieures, des haut-parleurs qui font une petite enceinte, une boîtier qui fait une enceinte de l'intérieur, ou de l'haut-parleur qu'on placera à l'extérieur. Et les relais, les LED, tout simplement, sont un témoin. Alors le R, c'est repos. En repos, c'est-à-dire quand le 12 volts n'est pas alimenté, le relais n'est pas alimenté, on le voit par K. K est le petit bouton poussoir à l'arrière. J'appelle poussoir, mais c'est un bouton qui reste dans sa position. Ainsi, si je n'alimente pas le relais, on verra le rôle de un peu plus tard. Si je n'alimente pas le relais en position de repos, les 3 volts, la boucle, on continue donc à alimenter donc les deux haut-parleurs ici que j'ai mis en série parce que j'avais pas un haut-parleur. Je voulais aussi deux autres. J'ai fait avec les récupérations, je voulais faire un son mono, donc gauche et droite, c'est pour ça. J'ai utilisé deux haut-parleurs en série. Un seul haut-parleur aurait suffi, un de 16 ohms, ouais, ou 8 ohms, pourquoi pas. Bref, ici en position de repos, grâce à ce relais, et en même temps, ça alimente la LED rouge. Donc c'est simplement, c'est une lumière qui indique qu'il y a une tension, vous voyez qu'il y a la tension de 5 volts, mais également aussi qu'on est bien en position intérieure. Et si je switch, si je ferme donc l'interrumpteur K à l'arrière, on est en position de travail, là on s'en switch sur le haut-parleur extérieur, et par conséquent aussi, à droite, c'est la lumière bleue, juste un témoin. Alors ici, la diode D1 est tout simplement une diode en roue libre, parce que si vous, ce qu'on classique, qu'on met à chaque fois, on voit une bobine, un petit bobinage d'un galvanomètre ou non, pour protéger en fait le bobinage. Voyons que si nous fermons le relais, quand ça alimente, ben, la diode elle est dans le sens inverse, donc le courant ne va pas entrer dans cette diode, donc elle va alimenter tout simplement, elle retourne à la masse, mais ça cause du rupture au moment où on va ouvrir l'interrupteur. Il va créer une tension inverse qui va aller donc de la masse vers le plus. Et cette tension, elle va être largement supérieure. Donc c'est tout simplement pour protéger la petite bobine, et puis le reste du montage, pour éviter qu'elle se prenne je ne sais pas combien de volts, disons n'importe quoi, 300 volts en un quart de seconde. C'est pour éviter cela. Et bien la diode ici va limiter parce qu'à ces bornes, elle va limiter la tension à une borne bien fixe. Alors si c'est le silicium, ce sera à peu près 0,6 volts. Si c'est du germanium, 0,3 volts. On s'en fiche de la valeur. Ici, c'est juste pour cela. C'est ce qu'on appelle juste le rôle de la diode de la roue libre. Et par définition, ce qu'on appelle c'est un courant de rupture. C'est ce désagrément, cette rupture, cette surtension qui va être utilisée pour l'allumage des moteurs exactement à essence, pas gasoil, à essence. Bon, pour simplifier le schéma, nous allons au transistor T1. Nous avons donc une résistance R1 tout simplement et une diode NR de 3 volts 6. 5 volts en entrée, R1, R1 anticipe 1,4 volts, 3,6 volts. Donc ici, là, on n'aurait pas une tension de 3 volts, mais bien une tension de 3,6. C'est pas grave. Ici, nous avons... alors, quel est le courant qui traverse R1 ben, c'est 1,4 volts. J'ai voulu R U égale RI. Donc, le courant I, c'est U sur R. Donc, c'est 1,4 sur 100 ohms, ou donc 0,014 ampères, qui donne 14 mA. Alors, pourquoi 100 je l'ai calculé en réalité, c'est qu'on mettait le transistor T1, mais on pouvait faire ça. Pourquoi pas? Si on a 14 mA, eh ben, imaginons que pour l'ordre de maintien de la diode Zener, elle ne prenne que 10 mA, il n'y aura que 4 mA disponibles. Pourquoi 10 mA il prendrait à peu près? Parce qu'il lui faut à peu près entre 10
et 20 mA. Donc s'il y a une charge qui demande 4 mA, en sortie, ça ira. Mais bon, 4 mA à la fin, c'est pas énorme. On aimerait avoir beaucoup plus que 4 mA. Alors cette courant de maintien, ce que j'appelle courant de maintien, c'est que pour une diode Zener, elle fonctionne, vous voyez, en sens inverse, parce que le courant qui va traverser la diode Zener va bien de plus de sa anode, en haut, à sa cathode. C'est toujours en sens inverse. C'est comme ça qu'on les fonctionne. On les met en sens inverse. Ça, ce n'est rien. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a toujours un courant qui va le traverser pour que ça marche, pour monter. Ça peut entre 10 et 20 mA. C'est aussi donc qu'on a attention qu'on appelle généralement avalanche. C'est pas toujours vrai pour tous les diodes Zener, mais on va dire ça. Donc retenons qu'il faut à peu près 10 à 20 mA pour que ça fonctionne. On la met en sens inverse. Et c'est à ce moment-là que cette stabilisation va faire. Il y aura toujours ces bandes 3,6 volts. S'il y a toujours ces bandes 3,6 volts, aux bandes de R1, il y aura 1,4 volts. Si on entre 5 volts. Voilà. Les soucis, on l'a vu, entre 14. Sur ces 14, la diode Zener consomme énormément. Elle va consommer 10. J'ai que 4 milli. Donc, mettons un transistor. Et là, le transistor va pouvoir fournir beaucoup plus de courant. Il va avoir du courant qui est entré à sa base. On voit que c'est un milli, on voit pourquoi c'est un milli. S'il y a un gain de 100, il va donner donc 100 mA. Voilà, on peut générer 100 mA. Alors qu'ici, la diode Zener, ici, va consommer entre 10 et 20. Bon, là, j'en ai vu. Dans ce cas-là, quand il peut dans l'ordre, il va consommer à peu près 13 mA. C'est juste pour l'ordre d'idée. Alors pourquoi 13 mA? Parce qu'en général, on peut toujours calculer un courant d'erreur, une erreur toujours de 1%. On peut toujours faire une erreur. C'est pour faciliter les calculs. Et puis ça marche aussi, on peut montrer que ça marche. Et pourquoi aussi 1%? 1% ça marche parce que c'est aussi un gain, pour réfléchir à un gain transistor qui est dans l'ordre de 100. Ça peut être 60, 100, 200, ça va dépendre de plusieurs manières, mais le transistor va se stabiliser selon la charge, on va suivre plusieurs paramètres, mais on s'en fiche. Donc voyons à peu près comment ça fonctionne, avec la loi des courants. On entre, pas 100, mais 100 plus 14. Vous voyez, donc 14 va dissiper par R1, et entre le collecteur et émetteur, courant, en fin de compte, il va sortir que 100 mA. À peu près. Je suis d'accord. Mais vous voyez que dans l'ordre d'esprit, si on fait une erreur à peu près 1 ou 10%, le courant entre collecteur et émetteur, c'est quasiment le même. 114, c'est à peu près 100, voilà, c'est pareil. S'il dissipe après dans R1 14 mA, on n'a pas trop. C'est déjà ça dans l'esprit. Il y a quand même, c'est pas relativement vrai, le collecteur de l'émetteur n'est pas exactement le même que le collecteur, mais bon, dans le calcul, on s'imagine ça. Mais là, je marque le courant réel. Donc on a 114, 14 qui rentre, 14 qui est dissipé par R1. La diode Zener va le prélever que 1 mA, va le prélever que 13, il en reste 1 dans le courant de base. Si on a un gain de 100 pour ce transistor, c'est bien 100 mA qui sort entre le collecteur et l'émetteur. Voilà, nous voyons ça. Et par exemple, si la charge demandait 200 mA, 200 mA et que le gain est toujours le gain est toujours de 100, ce ne serait pas de 200, donc ce serait 2 mA qui est entré dans sa base. 2 mA, la diode Zener va prendre, donc en fait que 12 mA sur les 14. On a toujours une stabilisation. Donc voilà pourquoi le transistor T1 est pas mal. Et ça, cette stabilisation-là, un courant avec les transistors, c'est extrêmement connu. Et c'est partagé par Sonelec, cette petite astuce. Bon, maintenant parlons en termes de tension. Pourquoi j'ai choisi 3,6 volts pour avoir 3 volts? C'est parce que, à cause de la tension entre base et émetteur, on perd 0,6 volts. Donc là, je place, comment on le place, les vraies valeurs, vous voyez que comme on est en sens inverse, le courant c'est bien moins 0,6 volts qu'on a, mais on ne s'embête pas trop avec ces flèches, et ainsi de suite. On sait qu'aux bornes de Zener, on a 3,6 volts, on sait qu'on a une perte de 0,6 volts aux bornes de la base et émetteur, donc 3,6 moins 0,6, ça donne 3 volts, tout simplement. Et je pensais avoir mis une diode Zener 3,6, mais je pense qu'en réalité, la diode Zener de récupération que j'ai trouvée, elle doit être 3,3 parce que je ne mesure pas une tension de 3 volts, mais une 2,5. Donc j'ai 3,3 moins 6 à peu près. C'était ça que j'ai dû voir en fait dans les faits.
Voilà comment on va avoir une tension stabilisée de 3 volts. Bon, nous voyons donc un transistor C1 de lissage, qui retient 30 ans. Généralement, on utilisera un microfarad. Bon, je vais sous la main 680. Il est relativement quand même ici bien important à cause de la présence de C2. On verra un peu plus loin. On regarde le broche de sélection. En off, c'est non connecté. Sinon, j'alimente la broche 2 de M1 ou la broche 2 de M2 et la broche 2 de M3. Alors, les broches, ici je les mesure, je calcule le 1, 2, 3, de manière qu'on tient nous. C'est comme ça, de gauche à droite. Alors que dans Natachi, nous aurons peut-être tendance à le faire dans notre ordre différent. Sinon, nous voyons que les broches M1, M2, M3, enfin les broches 1 sont bien toujours la masse. Et ici, c'est la sortie à 3 de M1 ou M2, M3 sont à la bande de C2. Pour l'instant, voyons montage traditionnel avec un piezo, là, à la sortie, 3, on passe juste un piezo à la masse, c'est d'un bon son. On peut l'amplifier, ici c'est un numéro de haut-parleur, du 15 juillet 1991, où c'est une sorte de pseudo push-pull, mais attention, on est bien T2, T1, c'est le T2 qui est en PNP, PNP oui, et T1 qui est NPN. C'est pas mal, c'est intéressant. Mais moi j'ai utilisé des haut-parleurs. Alors, ce qu'il propose, on va mettre directement en M3, on voit trop de courant, ça va détruire le générateur. On voit tout ce qu'on a senti, ce sera donc à la base de ce transistor. Donc, ici en montage collecteur commun, émetteur commun, pardon, et parce que le transistor il est entre le plus et le collecteur, et c'est pas mal. Donc le courant ici de collecteur qui sera donc largement amplifié. C'est ça, on retrouve dans mon montage. Mais dans mon montage, non. Là où à la place du résistance, c'est un condensateur. Et on va puiser le courant de l'alimentation entre le plus et la base. C'est ça la petite variation de LX-circuit. Alors pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce que tout simplement, c'est ça qui m'a rendu les meilleurs effets. C'est tout simplement. Les autres sont pas mal, hein, donnent un bon son et tout. J'ai pas mal. Du coup, pour varier le courant de base, ben, j'utilise ce potentiomètre, tout simplement, de ce montage-là. Mais il y a un défaut vite fait qu'on le voit tout de suite, c'est que si l'approche passe à cause de mon montage, de la sélection, à un moment donné, on peut être en position off. Si en position off, bah, tout le courant continu va alimenter en fait les haut-parleurs et tout. Ça consomme à peu près 130 mA, c'est un gaspillage énorme. Alors que quand il fonctionne, quand donc une des broches, hein, M1, la broche 2 de M1 ou de M2 ou M3 sera connectée, là il va consommer entre 25 et 80 mA. 25 ou 80, 25 selon la valeur du potentiomètre. C'est simple, si la valeur du potentiomètre sera très grande, c'est là où j'aurai le courant le plus faible, et plus petite, c'est là où le courant est plus grand. Et puis, vous voyez aussi le court-circuitage du potentiomètre. C'est simple, le potentiomètre n'est pas, c'est une sécurité. Si une des broches se coupait du milieu, si la broche du milieu est coupée, on aurait toujours du courant qui traverserait la résistance. Donc là, ce serait la valeur serait 100 kΩ, c'est une variation, ce sera pas, la valeur ne sera pas trop brute. On sentira qu'on aura beau bouger le volume, ça ne fera rien, mais voilà, c'est une sécurité, le courant n'est jamais coupé. C'est juste une petite astuce, tout simplement. Nous voyons que cette résistance, elle est nulle, en position nulle, c'est R2, la valeur de R2, qui devrait être de 4,7 kΩ, pas 2,9, c'est moi que j'ai mis ça. Donc, qui va alimenter la base, et on a le maximum. Si par contre la valeur potentiomètre, je l'ai mis au maximum, et bien on a 100 kg plus, c'est 4,7, voilà, on a le volume faible. Voilà.